suis très heureuse d'être parmi vous et de vous donner un point de vue protestant, évidemment. C'est un peu ma spécificité ici. Et puis je dirais un point de vue militant et un point de vue pratique. Après ce qu'on a entendu ce matin, je pense qu'il y a des moments où on se dit bon, mais maintenant on fait quoi? Voilà un exemple de lutte. Alors un exemple de lutte passée à laquelle j'ai participé, mais aussi toutes les questions, toutes les perspectives, toutes les joies que cette lutte a suscité et suscite encore pour moi. C'est ce que j'avais envie de partager avec vous cet après-midi. Et d'abord, comme j'ai l'habitude de le faire, je rends hommage à ceux et celles qui m'ont précédé, à mes ancêtres, je descends de plusieurs longues lignées de pasteurs, et j'ai découvert ces dernières années, en devenant militante, que, en fait, effectivement, dans mes lignées pastorales dont je descends, le militantisme était pensé, était vécu avec le pastorat, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas de la majorité des pasteurs protestants. Vous n'allez pas entendre de ma part une image du protestantisme idyllique, parce que ce n'est pas le cas. Les pasteurs qui ont une conception militante de leur ministère sont une infime minorité. Voilà, donc c'est de cette minorité, mais de cette minorité joyeuse et assumée que je vous parle. Et donc je commence par cet article que j'avais envoyé, parce qu'il se trouve que je faisais du classement juste au moment où Sylvaine m'avait contacté. Et donc voilà, je me suis dit, je ne peux pas ne pas lui envoyer cet article, qui donc est paru en janvier 1966 sur une de mes grand-mères, qui était donc la première femme pasteur mariée en France. Pas la première femme pasteur, mais la première femme pasteur mariée. Et donc ça lui a valu cet article, donc c'est ces immenses journaux comme à l'époque, là, une immense page, vous avez le bas de la page ici, voilà, avec des slogans hallucinants. Bref, je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais voilà, en tout cas, on voit là tout le traitement médiatique. On a l'impression d'être vraiment dans le Paris Match d'aujourd'hui, quoi. C'est totalement surréaliste. Et j'ai trouvé, en faisant du rangement dans les archives familiales, le courrier qu'elle a été obligée d'écrire aux autorités de l'Église suite à cet article pour démentir tout ce qu'elle n'avait pas dit et qui était dit dans cet article. Donc j'ai découvert là aussi qu'elle avait dû, je pense, le payer assez cher à l'époque, ma grand-mère. Voilà, mais donc ma grand-mère s'est battue depuis toute jeune. Elle avait décidé à 18 ans de devenir pasteur contre toute attente et contre toute volonté parentale, en l'occurrence, et de son père qui était lui-même pasteur. Ce que je veux juste dire ici, parce que ça rentre vraiment aussi dans cette thématique de la question de la place des femmes dans l'Église, à la fin de sa vie, avant ça, le temps qu'elle fasse, elle a mis beaucoup de temps à faire reconnaître son ministère, et à la fin de sa vie, elle a créé un ministère hors paroisse qu'elle a appelé Femmes Responsables. Et ce groupe, son idée, c'était de dire, et nous parlons bien de l'Église protestante, donc là on est dans les années 60, que les femmes n'arrivent pas à prendre la parole dans l'Église et qu'il faut leur créer des lieux où elles sont entre elles pour pouvoir parler. Et ce que ma grand-mère portait particulièrement, c'était de leur permettre d'accéder à la Bible et d'interpréter elle-même la Bible et de ne pas être soumise aux commentaires bibliques, à la prédication des hommes dans les églises. Et donc, en fait, elle a créé d'abord dans la paroisse où elle était, dans un petit village, un groupe de femmes. Et donc, c'était vraiment du partage biblique, vraiment à partir du texte biblique. Elle leur donnait confiance pour parler elle-même plutôt que d'entendre un cours magistral. Et petit à petit, son ministère a été reconnu et elle a créé des groupes de femmes responsables dans les campagnes alsaciennes, dans beaucoup d'endroits. Et elle a eu comme ça un ministère très particulier, vraiment en ayant ce souci de donner la parole aux femmes, et en particulier les femmes dans les campagnes. Voilà, alors aujourd'hui, il se trouve que moi, je suis pasteur de campagne, j'ai un conseil presbytéral, donc c'est à peu près l'équivalent du conseil de fabrique, sauf que ça gère et le spirituel et le matériel, qui est entièrement féminin. Et donc je me fais régulièrement, c'est pas un souhait de ma part, hein, ça s'est trouvé comme ça, mais je me fais régulièrement prendre
remarques sur le sujet, et je réponds en général que pendant des centaines d'années, ces conseils ont été entièrement masculins et que ça ne soulevait pas trop d'opposition. Donc je pensais que l'Église allait survivre à un conseil féminin pendant un petit moment. Voilà. Juste une citation de ma grand-mère, donc Marie-Hélène, au fait, que j'aime beaucoup et qui me porte aussi, et son verset « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Comment pourrais-je, nourri de l'Évangile, ne pas m'opposer de toutes mes forces à la violence sous toutes ses formes? L'Évangile ou la politique? Non. L'Évangile est la politique. L'Évangile est un oui triomphant à la vie, à toute la vie. Il faut retraduire en termes d'aujourd'hui ce qu'est la foi. C'est la liberté, le courage de faire à tout moment le choix entre ce qui détruit et ce qui construit l'autre. C'est dire non à la peur, surtout. Voilà, ça date de 1980. Voilà, donc une des figures, il y en a d'autres, mais que j'ai eu la chance de connaître encore relativement bien et qui m'ont vraiment aidé à trouver ma manière de vivre la foi et certainement mon rôle de femme et de pasteur aussi. Et puis j'ai envie d'évoquer une autre figure, mon grand-père du côté suisse. Alors j'ai entendu qu'il y avait des Suisses parmi nous. Voilà. Voilà, donc Bieler, c'est un nom qui vous dit peut-être quelque chose, hein, parce qu'il y a quelques élus écologistes voilà, de ma famille Bieler en Suisse. Et en l'occurrence, mon grand-père a été donc, pasteur et professeur d'éthique sociale en Suisse. Et ce qui m'a beaucoup marqué, j'ai eu la chance de bien le connaître aussi, c'est le lien qu'il a toujours fait entre l'engagement social et l'engagement pour l'écologie. Dans cette idée, dans les années 60, qu'il portait déjà de dire notre mode de vie occidental, nous le vivons aux dépens de ce qui se passe, ce qu'on appelait à cette époque-là le tiers-monde. Et en fait, nous, voilà, c'est au détriment du tiers-monde que nous maintenons nos conditions de vie en Europe. Et c'était, voilà, il a vraiment eu non seulement une pensée, puisqu'il était prof de fac, mais aussi il a essayé de faire bouger vraiment concrètement les églises par rapport à ces questions-là. Et je vous lis une situation d'un petit bouquin qu'il a écrit qui s'appelle Le développement fou et qui a aujourd'hui, qui date de 1973, mais qui a vraiment une actualité incroyable aujourd'hui. Et j'ai choisi cette citation pour vous parce que je me suis dit qu'elle peut aussi parler de l'Église catholique, voilà, même s'il parle plus de l'État en général. Il y a beaucoup d'outrecuidance chez les chrétiens qui, parce qu'ils se tiennent à l'écart de la politique, ou parce qu'ils se rangent du côté de l'ordre établi, se prétendent non-violents. Il y en a encore davantage chez ceux qui condamnent, au nom de cette prétendue non-violence, la révolution. Il y a beaucoup d'inconscience chez ceux qui croient pouvoir se disculper de cette complicité en invoquant le mot d'ordre de saint Paul « Soyez soumis aux autorités ». Car dans l'esprit de l'apôtre, une telle soumission n'est jamais inconditionnelle. Elle ne saurait servir d'alibi pour supprimer la responsabilité des individus dans les injustices collectives ou les violences accomplies par les autorités ou par leur société. L'enseignement de Paul dit le contraire. Voilà, ce n'est qu'une citation de cet ouvrage, mais qui m'a aussi, beaucoup accompagnée. Et donc, à partir de tous ces héritages, dont je suis reconnaissante, très reconnaissante, me voilà arrivée dans une charmante petite bourgade de la banlieue de Strasbourg en 2010. J'ai été nommée dans cette paroisse, et où il y a un château avec un magnifique jardin. Et c'est le petit quiz de l'après-midi. Cette citation est celle d'un théologien catholique. De cette terrasse, donc parlant de la terrasse du château de Colmsheim, l'on peut voir le monde sans être du monde. Et cette citation, je la trouve intéressante parce qu'elle évidemment, elle fait allusion à l'évangile de Jean, à cette idée d'être dans le monde sans être du monde, qui m'accompagne aussi dans mon ministère et dans mon militantisme. Et cette citation, c'est celle... Personne ne connaît le théologien catholique qui est enterré à Colmsheim. Ah bah ouais. Jacques Maritain. Jacques Maritain est enterré à Colmsheim. C'est la seule célébrité du village. Voilà.
Et donc il a beaucoup fréquenté, il était ami des châtelains et il a eu toute une vie spirituelle, entre parenthèses, il a converti des châtelains du protestantisme au catholicisme. Mais je ferme la parenthèse, ça n'est pas un sujet du jour. Voilà, mais il n'empêche que, voilà, il a utilisé cette citation en parlant de cet endroit absolument magnifique. Voilà, Kolbsheim et sa forêt, donc, dont nous allons parler, puisque c'est là qu'un projet d'autoroute aussi vieux que Notre-Dame-des-Landes est ressorti des cartons, avec de magnifiques zones humides, comme vous voyez là, dont vous savez l'importance. Voilà. Et puis une petite mairie toute mignonnette, avec déjà, quand je suis arrivée en 2010, cet écriteau, Kolbsheim dit non au GCO. Alors GCO, c'est Grand Contournement Ouest de Strasbourg. GCO, qui ressemble à ça. Voilà, simplement vous avez une toute petite idée géographique, avec Kolbsheim, qui n'est donc évidemment qu'un des nombreux villages concernés par ce contournement. Et par toutes les destructions, qui n'est pas celui qui a été le plus touché, puisque au nord, il y a des forêts encore beaucoup plus grandes qui ont été coupées qu'à Kolbsheim. Voilà, alors pour vous donner une toute petite idée du chantier, en fait, il faut imaginer, là, donc on est juste à la sortie du village, et qu'en fait, entre la forêt que vous avez à gauche et à droite, eh bien, il y avait la forêt. En fait, là, c'est déjà, tout a été coupé. Tout ce que vous voyez, alors ça a l'air un peu joli parce que le printemps est passé entre la coupe et le moment où ils ont commencé à construire. Voilà, tout ça en fait était de la forêt et en zone humide en bas, il a été coupé. Voilà le chantier, avec toujours les sympathiques rappels que ce chantier s'engage pour la protection de l'environnement et de la biodiversité avec la petite biche qui court sous les arbres. C'est toujours extrêmement plaisant. Voilà à quoi ressemblait ce chantier, avec petit à petit la route. Et voilà, cette autoroute qui. Donc tout ça, c'est la même vue en fait. Hein, donc vous voyez qu'ils ont surélevé pour mettre cette autoroute. Et la violence faite à la terre, alors je trouve qu'on la voit encore mieux sur cette photo qui est ailleurs sur le chantier. Et voilà, donc c'est un chantier de 24 km d'autoroute qui contourne Strasbourg. Je ne m'étends pas maintenant sur le sujet parce que c'est pas le sujet exactement du moment, mais voilà, il y aurait beaucoup de choses à dire sur l'absurdité de ce projet qui pour moi était une évidence et donc contre lequel j'ai décidé de me positionner, c'est ce que je vais vous expliquer. Cette mobilisation contre les GCO, elle a été portée par beaucoup d'élus et de maires, et dont le maire de Strasbourg, qui a ensuite retourné sa veste comme disent les militants, et ça a certainement contribué à ce qu'il se fasse finalement, puisque le maire de Strasbourg avait forcément beaucoup plus de poids que les maires de toutes les petites communes concernées par ce grand contournement. Vous savez pourquoi il a retourné sa veste? L'argent? Probablement, mais voilà. On n'a pas de. Malheureusement, on n'a jamais eu le preuve de. Voilà, ça fait partie de ce qui restera dans l'ombre. Par rapport à la question de la violence, des différents types de violence aussi, c'est un peu ce que j'ai essayé de réfléchir auquel on a été confronté dans cette lutte. Il y a une dizaine de militants qui, lorsque le chantier a commencé, ont décidé d'entamer une grève de la faim. Et donc il y a eu une grève de la faim qui a duré pendant quasiment 40 jours. Et en fait, honnêtement, moi, en réfléchissant hier soir à ce que j'avais envie de partager avec vous, et avec ce terme de violence aux femmes et violence à la terre, moi, c'est la violence de l'État. C'est le mot qui m'est venu hier soir. Je me dis, mais en fait, ce qui me fait le plus mal et ce qui m'inquiète le plus pour notre avenir à tous, c'est la violence de l'État. Et là, en l'occurrence, cette grève de la faim, le préfet a fait passer le message qu'il pensait que ce n'était pas une vraie grève de la faim. Et donc, les grévistes sont allés sur une place publique de Strasbourg en maillot de bain, comme vous pouvez le voir, avec inscrit sur leur ventre le nombre de kilos qu'ils avaient perdus pour montrer que c'était bien une vraie grève de la faim. Voilà le type de violence aussi auquel on a été confronté. Donc, à la suite de cette grève de la faim, c'est là qu'on a réussi à mobiliser un peu plus que les 4-5 pasteurs qui ont été vraiment militants. On a réussi à mobiliser plus largement pour signer une pétition, simplement pour que l'État, et que Macron en l'occurrence,
simplement entendent et soient prêts à dialoguer et à écouter ce que les grévistes de la faim avaient à dire, ce qui n'a évidemment pas été le cas. Donc ils ont finalement cessé leur grève de la faim avant que les problèmes de santé ne commencent. 40 jours, ça devenait vraiment limite. Voilà, mais donc ils n'ont pas été écoutés. Mais donc il y a eu là une campagne de soutien de la part des pasteurs et du président de la Fédération protestante de France. Nous, on n'a pas de pape, mais on a le président de la Fédération protestante de France. C'était un peu le Graal que d'obtenir sa signature, même si ça n'a pas servi à grand-chose en l'occurrence. Ça, c'était un aspect de la lutte. L'autre aspect, et celui qui m'a fait un peu mettre en avant et un peu plus connaître, c'est qu'il y a eu une petite ZAD, donc une zone à défendre, qui s'est installée à Colpsheim, dans la forêt que vous avez vu couper tout à l'heure. Il y avait une clairière comme ça dans laquelle les zadistes se sont installés. Et la spécificité de cette ZAD, c'est que ce sont des locaux qui se sont dit, en fait, il faut qu'on ait des personnes sur place la nuit, le matin tôt, pour être là, pour prévenir en cas d'arrivée des machines. Et comme les locaux ne se sentaient pas forcément ni le temps pour faire ça, ils ont cherché des jeunes qui étaient prêts à venir vivre dans la forêt, dans cette clairière, pour alerter effectivement les locaux en cas d'arrivée des machines. Donc c'est comme ça que ça a commencé. Donc le lien fort qui s'est créé entre les gens du village et les zadistes a été dû à ça quand même par rapport à d'autres situations où ce sont des jeunes qui arrivent dans un endroit et qui disent oui, on va vous sauver votre terre, et les locaux disent mais de quoi vous venez vous mêler là. Là c'était un peu différent puisque ce sont les locaux qui ont cherché des jeunes qui se sont installés sur place. Alors je vous passe quelques photos sympathiques de ZAD, voilà, avec tout l'engagement, la poésie aussi, ces espèces de 10 commandements inversés du consommateur là, que je trouve assez extraordinaire. Je laverai mon cerveau tous les jours grâce à la publicité, je n'opposerai aucune résistance, je continuerai à accepter la guerre, la pauvreté, la destruction de la nature, etc. Voilà, il y a des choses magnifiques. Ouais, voilà, il y a vraiment des choses très intéressantes. Donc voilà cette petite ZAD, donc, je dis petite parce qu'on a eu sur place en même temps jamais plus de 10 jeunes. Hein, donc c'est vraiment tout petit par rapport à ce qu'on a pu connaître, ou même ce qu'on connaît encore aujourd'hui. Donc en fait cette ZAD, elle a duré, enfin on a eu des zadistes à Colpsheim pendant 2 ans, de l'été 2017 à l'été 2019. Mais je vais revenir là-dessus. Alors, pour évoquer encore d'autres types de manifestations aussi, et ça rejoint un peu les questionnements qu'on avait ce matin, ça les interroge différemment. Dans des manifestations, puisqu'à côté de la ZAD, à côté de manifestations locales, il y avait ces grandes manifestations pour le climat, et donc on a associé manifestations contre le GCO aux manifestations pour le climat. Et au bout d'un moment, on s'est dit, les quelques pasteurs, en l'occurrence, parce que devant là, vous avez une rangée de pasteurs, même si ça ne se voit pas, en fait, on s'est dit, mais finalement, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut assumer d'être visible dans une manifestation en tant que chrétien ? Et ne pas juste être là parmi les autres, mais oser une banderole où on assume d'être entre chrétiens. Et donc là, vous avez une banderole, elle est marquée « Temps pour la création », parce que c'était en septembre, « Temps de protestation chrétien contre le GCO ». Et par rapport à ce qui était dit ce matin, je me faisais la réflexion que dans ces circonstances-là, cette question « oui, mais vous, les chrétiens, vous êtes aussi responsables, machin, White, etc. » En fait, là, ça ne vient pas. Là, quand on est dans l'action, quand on est dans des moments comme ça, les retours qu'on avait étaient très positifs. De gens qui venaient nous voir en disant « Quoi, mais quoi, pourquoi c'est marqué chrétien? Mais pourquoi vous êtes là? Mais au nom de quoi ?» Et en général, ça a donné vraiment lieu à des discussions très stimulantes, très intéressantes. Et ça nous a permis de faire beaucoup de pédagogie en fait sur effectivement pourquoi on était là, au nom de quoi on était là, et on s'est vraiment dit que c'était
qu'on aurait dû le faire plus tôt et qu'en fait, souvent, ce qu'on se dit, c'est qu'en tant que chrétien, on est trop timide pour oser affirmer notre présence et notre motivation, finalement, voilà, nos motivations chrétiennes, en plus des motivations qui peuvent être les mêmes que les autres. Donc je pense que là, il y en a déjà certaines d'entre vous qui se disent « Oui, mais est-ce qu'il y avait des catholiques? Et est-ce qu'il y avait des prêtres ?» Alors, en octobre 2016, pleine d'enthousiasme et de naïveté, j'étais allée voir le curé et je lui ai dit « Écoute, moi je vais en octobre 2016, donc en 2016, ce projet d'autoroute était dans les cartons depuis très très longtemps. En 2016, il a été financé, ressorti des cartons, et donc la question de savoir comment on se positionnait les uns et les autres se reposait. Et à ce moment-là, moi je me suis dit, ça faisait donc 6 ans que j'étais dans le village, que j'entendais parler de ce GCO, que j'étais de manière évidente pour moi contre, mais que je ne m'étais jamais positionnée officiellement et dans le cadre de mon église, de mes cultes, contre. Et là, je me suis dit, à un moment, c'est plus possible. C'est-à-dire, je ne peux plus continuer à prêcher l'écologie, ce que je ne faisais pas tous les dimanches, mais voilà, tout le monde connaissait mes convictions. À être uniquement dans la parole et à laisser les gens à la sortie du culte leur dire bon ben bonne manif quoi. Et à un moment je me suis dit je suis plus crédible ni pour moi ni pour les gens et donc j'ai décidé de me prononcer officiellement contre ce projet d'autoroute dans le cadre d'un culte et donc je suis allée voir le curé en lui disant faisons ça ensemble. Et il a accepté, à la surprise générale, sauf qu'il a quand même demandé à faire, parce que du coup ça tombait sur un dimanche où il y avait, comme c'est le cas tous les 15 jours, la messe à 8h45 et le culte à 10h. Et donc il ne voulait pas annuler la messe, parce qu'on n'annule pas la messe. Donc du coup on a décidé de faire la messe et le culte, et je lui ai dit, bah, tant qu'à faire, on invite les gens à l'ensemble de la matinée, et on fait un petit déjeuner entre la messe et le culte. Entendez que c'était la révolution parce que les protestants du village, ils n'avaient jamais mis les pieds à la messe. Ça c'est un autre sujet, mais voilà. Et donc ça a donné ça, une matinée engagée avec une messe, avec un partage convivial et avec un culte ensuite. Suite à ça, il n'a plus jamais été question de faire quelque chose ensemble. Alors, c'est à peu près, même s'il ne me l'a pas à moi dit comme ça, c'est à peu près le moment où l'archevêque a demandé aux prêtres de ne pas prendre position sur ce sujet. Et à partir de là, c'était terminé. Donc il m'a redit en tête à tête, je suis contre ce projet, mais je ne pourrais pas me positionner sur ce sujet. Donc je suppose qu'il s'est fait taper sur les doigts. Mais évidemment, ça, il ne me l'a pas raconté. Parce que, évidemment, suite à ça, il y a eu un article dans le journal. Voilà. Alors cet article, je pense qu'il lui a valu des remontrances, il m'en a valu à moi aussi. Donc pour vous dire aussi que ce n'est pas le paradis dans le protestantisme, j'ai donc eu un téléphone de l'inspecteur ecclésiastique, puisque moi je suis d'origine réformée, calviniste, pour ceux qui maîtrisent les nuances protestantes. Voilà, mais moi je suis maintenant pasteur dans une paroisse luthérienne. Dans l'église luthérienne, il y a quand même une hiérarchie, donc j'ai un inspecteur, un pasteur des pasteurs, au-dessus de moi et qui m'a appelé en me disant mais qu'est-ce que tu trafiques, qu'est-ce que c'est que ça, j'ai des personnes qui m'appellent et les autorités me demandent, les politiques m'appellent en disant mais qu'est-ce que c'est que cette histoire, qu'est-ce que c'est que cette pasteur qui s'autorise à prendre position sur un sujet politique. Et on s'est arrêté ce jour-là à simplement, il souhaitait que je le prévienne quand j'allais faire des choses de ce genre-là, de façon à ce qu'il l'apprenne par moi à l'avance plutôt que de l'apprendre après par les médias. Ce que je pouvais tout à fait entendre. Après, ça c'est un peu compliqué parce que on a fait un certain nombre de manifestations. Alors là, c'est avec mon mari, donc, entre autres, et une collègue. On a décidé de faire une célébration à laquelle ont participé beaucoup de maires, d'ailleurs, qui ont fait une prière des maires. Alors là, on voit qu'on est en Alsace aussi, hein, ça paraît certainement impensable ailleurs. Mais on a fait des maires catholiques et des maires protestants ont ensemble prié dans le cadre de cette célébration. Et ça, c'est parfois le problème des médias, c'est que finalement, ce sont les titres qui accrochent le plus et qui bloquent. Et donc, cette idée d'un culte anti-GCO, qui n'était évidemment pas notre expression, nous a valu des remontrances voilà, de la part de la direction de l'Église, du président du
présidente de l'église. Mais voilà, ça s'est arrêté au bout de fil, ça n'a pas été plus loin. On a fait un certain nombre, voire un nombre certain de manifestations comme celle-ci. Et je la mentionne, celle-là, l'aube de Pâques, parce que pour moi, c'était vraiment l'occasion de mettre en lien ce qu'on pouvait en tant que chrétien. Alors l'aube de Pâques, c'est quelque chose d'assez fréquent dans les communautés chrétiennes. C'était pas du tout une habitude dans ma paroisse, ça ne s'était jamais fait, je ne l'avais pas fait moi non plus jusque-là. Et là, le fait de le faire alors que c'était, on savait l'emplacement exact de là où on est maintenant, il y a maintenant l'autoroute, on savait cet endroit menacé, et l'aube de Pâques, c'est quand même aussi l'émerveillement de la nature qui renaît. Enfin, quelle plus belle manière de s'émerveiller de la nature que de se mettre au cœur de la nature en pensant à la vie plus forte que la mort, à la résurrection. Donc je trouvais que ça avait vraiment un sens d'être ensemble en tant que chrétiens ce jour-là, à ce moment-là, dans cette nature, avec un Alice qui nous a fait écouter les oiseaux et dire les noms des oiseaux. Enfin, c'était un moment extraordinaire. C'était sous une pluie battante, comme vous pouvez voir. Et ça, c'est la différence entre le milieu militant et le milieu d'église, c'est qu'en église, on a le plan B, on rentre dans l'église quand il pleut. En mode militant, c'est surtout on y va, c'est beaucoup plus intéressant et ça marche. On est beaucoup plus motivés. Donc voilà, on l'a fait sous la pluie battante, avec les gendarmes qui étaient là et qui se demandaient vraiment, qui m'avaient appelé en disant « Mais qu'est-ce que vous faites à 7h du matin, un dimanche matin de Pâques ?» Voilà, et voilà, ils étaient là avec nous. Voilà, donc ça c'en était une. Et puis évidemment, alors un de ceux qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est les Noëls. Parce que petit à petit, ces jeunes zadistes, en fait, donc ils étaient à 10 minutes à pied à peu près du presbytère, là dans la forêt, et dès leur arrivée en juillet 2017, je leur ai donné la clé de la salle paroissiale qui est dans la cour du presbytère, en me disant il faut qu'ils aient un lieu de repli où ils puissent simplement se replier en cas de grosses intempéries, et puis avoir accès à l'électricité, au wifi, etc. Un minimum, et parce qu'ils ont quand même passé 2 hivers dans la nature, c'est quand même pas rien. Donc c'est aussi ce qui a créé ces liens en fait entre eux et moi. Et il s'est avéré que certains d'entre eux n'avaient pas de famille ou ne rentraient pas dans leur famille pour Noël. Et donc à quelques-uns, on s'est dit bon alors chiche, on va faire Noël à la ZAD quoi. Et donc en plus c'était le 24 décembre, ça tombait sur le dimanche matin, et donc moi j'avais le culte avec les enfants le soir, donc j'avais pas de culte à ce moment-là. Et donc on a proposé de faire un Noël à la ZAD. Alors on est arrivé, puis les militants avaient mis la ZAD en mode église. Ils avaient aligné les bancs, ils avaient une belle table, une belle nappe blanche, tout ça, en mode attention, la pasteur arrive. Et donc moi je suis arrivée là-dedans, je me dis waouh. Donc voilà, j'ai commencé par tout déplacer pour remettre en mode ZAD, et voilà, on a eu ce temps très vraiment un peu hors du temps dans cette grange, puisqu'il y avait quand même un moyen de s'abriter, parce qu'il y avait une grange à moitié ouverte, avec en guise effectivement de crèche le grand hamster d'Alsace que vous avez là au fond, qui est l'espèce emblématique en voie de disparition. Et voilà, on était dans le froid, dans la boue, et pour moi, je le dis souvent, mais vraiment, je le pense encore, je n'ai jamais vécu un Noël où j'ai eu l'impression d'être autant dans l'esprit de Noël que ce jour-là. Dans une grange, dans le froid, dans la précarité, avec des zadistes qui ne sentaient pas bon, voilà. Et je leur ai dit à ce moment-là, vous savez, vous êtes nos bergers. Dans l'évangile, les bergers sont ceux qui sont en dehors du village, dont le village ne veut pas, qui sentent mauvais, qui sont... voilà, et bien vous êtes exactement ça pour nous en fait. Vous êtes nos bergers. Et donc les bergers sont les premiers témoins de la naissance du Christ. Voilà, et ben donc on est là avec vous, donc c'était vraiment un très beau moment. Alors il ne faut pas idéaliser non plus, ils n'étaient pas tous là, il y en a quand j'intervenais, quand j'étais là, qui ne venaient pas. Mais par contre, il n'y a jamais eu de retour négatif, jamais eu d'interpellation, vraiment, ça c'est toujours très bien. C'est ceux que ça n'intéressait pas, simplement ils venaient. Oui. Alternativité, c'est vous qui
avait donné le terme ou c'est la... Non, alors ça c'est le journaliste qui était très inspiré ce jour-là. Et c'est rigolo parce que c'est pareil, le 24 décembre à 10h, il est arrivé, je le voyais me dire oh purée, mais qu'est-ce qu'il m'a envoyé faire encore. Et en fait, cet article, il est lyrique, quoi. Il est sorti de là émerveillé. C'est rigolo de voir aussi comment les journalistes font les choses. Voilà, ça c'est un autre temps qu'on a vécu dans le cadre d'un petit festival où on a essayé aussi de jouer un peu sur, voilà, en reprenant l'Arche de Noé comme texte. Et puis, donc, j'en viens quand même à parcourir rapidement les événements. Et cette autre, donc il y avait cette ZAD qui s'était mise en place, et puis ce qui m'a médiatisé aussi, c'est le fait que donc le maire a demandé à ce qu'on utilise les cloches du village comme tocsin pour mobiliser, pour permettre aux gens du village de descendre, puisque ça descend physiquement, vers la forêt pour pouvoir arrêter les machines. Parce qu'il faut savoir qu'en 2017, l'État n'avait pas, enfin Vinci plutôt, n'avait pas toutes les autorisations de l'État pour commencer les travaux. Et on savait qu'ils allaient commencer quand même, alors qu'ils n'avaient pas toutes les autorisations. Donc on se sentait vraiment en toute légitimité, pas légalité visiblement, mais légitimité d'être là. Et donc il s'est trouvé qu'effectivement, un zadiste est venu sonner à ma porte à 6h du matin en disant ça y est, les machines arrivent. Et donc j'ai couru à l'église, j'ai sonné les cloches, et ensuite les médias, les réseaux sociaux, etc. ont fait le reste. Et donc on s'est retrouvé une centaine de personnes ce matin-là, devant deux braves ouvriers avec leurs machines qui ne comprenaient rien du tout à ce qui leur arrivait. Et les gendarmes sont arrivés après nous, et donc ça a été très bon enfant et une petite victoire ce jour-là. Et ce qui a valu ce joli dessin fait par un zadiste qui a identifié, vous savez peut-être le jet, c'est celui qui alerte dans la forêt, hein, celui qui chante pour alerter quand il se passe quelque chose. Il alerte les autres et donc il a identifié le jet aux cloches de l'église. Voilà. Et ça m'a valu ma première convocation chez les gendarmes à Strasbourg. Ça c'était intéressant parce qu'ils essayaient de trouver qui étaient les responsables en fait de cette mobilisation. Ils en avaient identifié 5 dont je faisais partie et les 3 militants ont eu droit à la petite gendarmerie locale et le maire et moi on a eu droit à la grande gendarmerie de Strasbourg. Voilà, c'était de l'intimidation purement puisque j'étais effectivement très intimidée ce jour-là, mais voilà, il n'y a pas eu de suite. Donc c'était vraiment voilà, ça n'a pas été plus loin, mais enfin ça a participé aussi à la médiatisation de cette histoire. Et sur mon acte que j'ai dû signer, là, mon PV, il y avait marqué la raison pour laquelle j'étais là, c'est parce que j'avais sonné les cloches. Voilà, ça a donné ce nom de pasteur de la ZAD qui a été donné par La Vie, donc le journal La Vie. Et ce que je le mets en fait simplement parce que j'ai même choisi aujourd'hui d'ailleurs, mais bref, parce qu'en fait c'est aussi intéressant le rôle des médias, parce que c'est les médias qui m'ont appelé comme ça, et finalement je me suis approprié ce titre petit à petit. Et je me suis dit, jouons le jeu alors, effectivement, puisqu'il y avait une relation de confiance qui s'était établie avec eux. Et vraiment, j'ai été pasteur dans tous les sens du terme. Autant, voilà, dans effectivement partager des temps de méditation et des choses comme ça, mais aussi assistante sociale, mais aussi infirmière, mais aussi un peu maman, mais aussi un peu soutien psychologique des parents des zadistes. C'est un aspect très intéressant. On avait des téléphones des parents des zadistes qui s'inquiétaient pour leurs enfants. Voilà, donc toute une palette en fait de manières de vivre vraiment le ministère, parce que voilà, c'est sûr que tout ça je l'ai fait à côté de mon ministère paroissial classique qui a continué à côté, mais je me sentais vraiment profondément pasteur dans tout ce que j'ai pu vivre avec durant cette période. Et puis voilà, après le 20 septembre 2017, on avait eu cette petite victoire, est venu le gros choc du 10 septembre 2018. Donc là, nous ne sommes pas à Paris, nous sommes bien à Colpsheim. Voilà, avec cette fois-ci 550 gardes mobiles face à 200 braves gens du village. Voilà, des gardes mobiles qu'ils avaient fait venir de l'autre bout de la France, donc il n'y a aucun lien, ils ne comprenaient
comprenais rien du tout à ce qu'il faisait là. Voilà. Et là, quand je parle de violence d'État, alors je peux vous dire que c'est... Voilà, enfin, certains d'entre vous l'ont probablement vécu déjà dans le militantisme, mais c'est vrai que c'est extrêmement étrange de se sentir tout à coup vraiment victime de violence d'État. Et moi, j'étais dans une colère, et voilà, ça m'est arrivé de défiler là devant les gens en me disant, mais vous vous rendez compte que vous protégez quelque chose qui n'est pas légal, puisqu'ils n'avaient pas les autorisations. Et à ce moment-là, tout n'était pas réglé, tout au niveau juridique, tout n'avait pas été réglé. Et bon, je voyais les jeunes derrière leur bouclier là, un peu, voilà. Ils ne savaient pas trop, ils ne savaient pas où ils étaient, hein, de toute façon. Mais voilà, donc une violence quand même très forte. Comme en fait les zadistes se sont repliés dans la salle du presbytère au moment de l'évacuation, pendant la nuit de l'évacuation. Donc en fait, ils ont campé dans la cour du presbytère et logé dans la salle. Et donc pendant une semaine, on les a eus chez nous. Alors je dis nous, parce que j'ai un mari et 2 filles de 8 et 12 ans maintenant. Et donc on a vraiment cohabité en fait avec ces jeunes pendant ce temps de deuil en fait et de choc. Et c'était vraiment extrêmement impressionnant. Et ça c'est le maire, vous avez le droit que le maire de Colsheim qui a brûlé son écharpe parce qu'il s'est senti tellement trahi et tellement désavoué dans son rôle de maire qu'il en a brûlé son écharpe, ce qu'il a aussi payé très cher. Ils ont essayé de le démettre de ses fonctions, en fait, et alors je vous la fais courte, mais d'après ce que j'ai compris, le statut alsacien est tellement particulier qu'ils n'ont pas pu le faire, alors qu'ils auraient pu le faire dans le reste de la France. Ils ont vraiment essayé que le préfet puisse prendre la main, en fait, sur la gestion de la commune. Mais là, en fait, à ce moment-là, il ne pouvait plus circuler dans sa commune, en fait. C'est-à-dire toute la zone de la commune où il y avait des travaux, il n'avait plus le droit d'y aller. Ce qui, normalement, voilà. Voilà. Alors ça, c'est quelques personnalités qui ont défilé à Colsheim. Alors si je vous les montre, c'est pas, voilà, c'est pas juste pour faire un... C'est plus toujours par rapport à mon rôle pastoral et au témoignage en fait que c'était pour un certain nombre d'entre eux simplement de rencontrer une pasteur. Oui, ils ne savaient même pas ce que c'était. Voilà, un protestant, ils ne savent pas ce que c'est, pasteur encore moins, et un pasteur militante, alors là, ça relève... voilà, donc voilà, j'ai eu des discussions comme ça. Alors là, c'est intéressant parce que vous voyez aussi les arbres coupés derrière, hein, c'est toujours la même vue qu'on a vue tout à l'heure, mais là, il y a encore les souches. Voilà, Dominique Bourg, avec lequel on a eu des très chouettes échanges. C'est avec lui que je suis passée de l'autre côté de la barrière pour rechercher la croix biodiversité. Voilà, et puis le plus drôle, c'était quand même François Ruffin, qui a fait quelque chose de très intéressant. Vous voyez, en fait, il est venu avec son écharpe et il a proposé de faire une sorte de tribune, en fait, de tribunal, et il a auditionné une dizaine de militants, de personnes contre le GCO pour essayer de comprendre ce qui s'était passé. Et donc, il m'a auditionné. Alors, quand on sait, voilà, France Insoumise qui auditionne une pasteur, voilà, on voit qu'on est en Alsace et qu'on est un peu hors du monde. Mais comme disent que, là aussi, voilà, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est qu'en tant que pasteur, dans toutes ces situations, finalement, la question de pourquoi j'étais là, au nom de quoi, de ma foi, voilà, de tout ce qui me motivait à être là, a pu être présent, en fait. Et rien que cet aspect de dimension voilà, de témoignage du fait que mon christianisme était à la base de ma présence et de mon action, surtout, du coup, ont été... voilà, ça a pu avoir lieu. Cette photo-là, c'est simplement pour dire aussi que j'ai vécu tout ça en tant que maman. Aussi, là, vous avez mes 2 filles, donc, qui avaient alors 2 et 6, 3 et 7. Et c'est aussi, voilà, c'est aussi notre chance, hein, ça, voilà, vous le savez assez, en tant que pasteur, de pouvoir être marié et d'avoir des enfants. Et c'est vrai que c'était une expérience très, très intéressante et très forte aussi pour moi d'avoir tous les jours à expliquer à mes filles, en fait, pourquoi je faisais ça, pourquoi on était contre les gendarmes. Très, très bizarre, les enfants. Voilà, et pourquoi des gens choisissent de vivre dans la forêt, sans électricité, voilà,
voilà, pourquoi on les défend, enfin toutes ces questions-là à hauteur d'enfant, c'était aussi très intéressant. Et je dois dire que moi, le fait d'être maman, encore aujourd'hui, ça fait partie de ce qui me fait tenir, parce que je me dis que, là en l'occurrence, cette lutte a été un échec, puisque ce contournement a été murmuré depuis. Mais ce que je leur ai toujours dit, je leur ai dit, ben, on aura été là. Et personne ne pourra pas dire qu'on n'a pas essayé ce qu'on pouvait. Et c'est ça qui me semble le plus important. C'est de pouvoir regarder les enfants en face et leur dire, voilà, on s'est battu. On a été là, on n'a pas fermé les yeux, on n'a pas fait comme si on ne voyait pas. On a été là, et voilà, je ne sais pas ce qu'elles en diront plus tard. Mais en tout cas, c'est comme ça que j'ai vécu, et c'était voilà, c'est très précieux de vivre ça avec elle. Alors maintenant, la petite qui a 8 ans, elle veut tout le temps dormir par terre dans sa chambre. Et il y a quelques semaines encore, je lui dis, mais vraiment, tu veux encore dormir par terre? Elle m'a regardée, elle m'a dit, ouais, tu sais, maman, je suis quand même presque née dans une ZAD. Hein. Donc je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. En même temps, au moment, elle dit qu'elle veut devenir policier, donc on verra. C'est une salle paroissiale, voilà, qui est envahie par des objets tout à fait étranges. Donc ces tuyaux qui servent à s'attacher les mains autour d'un arbre, hein, pour pas pouvoir qu'on puisse pas. Donc voilà, cette cohabitation vraiment qui a eu lieu, et encore une fois, c'était pas le paradis. On n'est pas dans le monde des bisounours, mais en même temps, vraiment, il y a eu un très grand respect mutuel qui s'est établi. On a pu établir des règles avec eux. Ils libéraient la salle quand on en avait besoin. Ils laissaient leurs chaussures à l'extérieur de la salle pour que la salle reste dans un état à peu près correct. Et voilà, ça c'est le tableau de la salle paroissiale que j'ai pris en photo parce que c'est exactement, enfin voilà, c'est quelque chose de l'ordre de ce qu'on a vécu. Et je précise que le chant Thésée, Nada Teto, Lopé, Nada Tefalta, ce n'est pas moi qui l'ai écrit sur le tableau. Donc voilà, c'est une présence pastorale qui a toujours été, ça a toujours été clair, hein, voilà, ils étaient au presbytère, donc il n'y avait pas de questions sur où ils étaient, mais en même temps, évidemment, je ne suis jamais arrivée avec mes gros sabots en leur disant, voilà ce que vous devez croire, est-ce que vous êtes chrétien, voilà. Et du coup, cette confiance réciproque qui s'est établie a donné lieu à des discussions incroyables avec eux, où voilà, petit à petit, une fois que la confiance était gagnée, ils venaient poser des questions, ils venaient demander pourquoi je faisais ça et qui j'étais, etc. Donc c'était vraiment un ministère très particulier, mais vraiment un très beau ministère. Voilà pour une manifestation avec un certain nombre de zadistes. Et puis l'Esprit a voulu qu'il y avait des travaux prévus dans l'église de Colsheim juste à ce moment-là. Et les zadistes ont donc aidé en fait, à transporter les bancs, en l'occurrence, comme vous pouvez le voir. Voilà, donc ils ont vraiment aidé à la vie paroissiale du moment, et j'ai finalement réussi une fois à les faire venir au culte. Parce que quand même, je leur dis, mais vous vivez tellement de choses avec les gens du village, c'est quand même vraiment, est-ce qu'une fois on ne pourrait pas arriver à vivre vraiment un temps, à vous accueillir dans un temps de célébration? Et ils ont accepté ça, et donc on a vécu un très beau moment de partage. Et à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que je leur ai offert d'une certaine façon un certain nombre de phrases de l'Évangile que je ne relisais plus de la même façon depuis qu'ils étaient là et depuis que je partageais un peu ma vie avec eux. Comme voilà, le Fils de l'homme n'a pas opposé sa tête, voilà, l'église des chants qui ont été évoquées ce matin, enfin toutes ces citations qui pour moi prenaient tout à coup une couleur, une actualité, une connotation tout à fait différente. Et donc je leur ai renvoyé, voilà, rendu un peu ces citations en disant que grâce à eux, l'évangile reprenait un peu des couleurs pour moi en fait. Voilà, donc on a partagé un très bon moment. Et puis il y a eu ces grands moments symboliques. Et ça, là aussi, je me suis vraiment sentie dans mon rôle de pasteur, même si voilà, ça m'a été reproché, beaucoup de gens ne le comprenaient pas. Mais voilà, là par exemple, on était 700 personnes à se coucher dans la rue, donc ça c'est la rue du presbytère, avec le chantier tout au bout de la rue. Et l'idée c'était on s'est couché petit à petit comme on avait couché les arbres en fait. Hein.
c'était vraiment l'idée du rituel pour marquer, vivre dans nos corps, en fait, ce choc, ce deuil, cette colère, cette culpabilité aussi que tout le monde ressentait, autant les jeunes, les zadistes, que les militants, que les gens du village, que les paroissiens. Et donc, on a eu ce premier moment extrêmement fort, extrêmement symbolique dans le silence, où tout le monde s'est couché. Et puis, il y a eu ce deuxième moment dont j'étais vraiment à l'origine, ce qui n'était pas le cas du premier, où je me suis dit, moi, qu'est-ce que je peux faire face à une population en deuil? Qu'est-ce que je sais faire? Et ben, je sais organiser une cérémonie d'enterrement. Et donc, j'ai conçu une célébration avec des artistes, avec quelques collègues, et donc on a, là ce sont des zadistes effectivement qui ont porté un tronc, comme on porte traditionnellement un cercueil, et qui sont entrés dans l'église avec ce tronc. Alors pour faire entrer des jeunes, des zadistes dans l'église, il fallait beaucoup de confiance et de persévérance, mais j'ai tenu bon. Et surtout, en fait, et c'est là aussi que je pense que parfois on est très loin d'imaginer à quel point les gens sont loin de l'église et ce que peut représenter de négatif dans l'esprit des gens dans l'église, c'est que s'asseoir sur un banc d'église, c'était impossible pour eux. Donc entrer dans l'église encore à la limite, mais pas s'asseoir sur un banc. Donc en fait, on a mis des couvertures par terre pour qu'ils puissent s'asseoir par terre. Et voilà, ça passe parfois par des choses comme ça, en fait, de se rendre compte que pour accueillir l'autre, eh ben, il faut s'adapter un peu, accepter de changer un peu nos manières de faire pour s'adapter aux autres. Et donc, ça a donné ça. Alors, à cette occasion-là, comme c'est une église simultanée, il fallait l'autorisation des catholiques pour faire les travaux dans l'église, ce qui tombait à ce moment-là. Et donc, le curé, à ce moment-là, a dit « Je ne donnerai pas l'autorisation pour les travaux parce que vous avez posé le tronc sur l'autel. » En fait, l'autel, c'est le même que vous avez derrière, qui est amovible, enfin bref, je ne raconte pas le détail, mais bref, mais j'avais quand même eu la clairvoyance et aussi la correction de ne pas poser le tronc sur l'autel, justement, c'était sur une table. Et comme évidemment il n'était pas là, ben voilà, c'est ce qu'il a cru voir ou entendre, certainement. Et donc l'esprit a soufflé à ce moment-là parce qu'il a été déplacé. Et nous avons eu un nouveau curé, et nous avons commencé le dialogue, et tout s'est bien passé. Donc voilà, les choses se sont bien finies, et voilà cette église pleine à craquer de ce public qui est venu. Alors cette célébration, l'évangile a été lu, a été commenté au cœur de cette célébration. Mais en dehors de ça, on a vraiment cherché à associer tout le monde. On a utilisé l'aromathérapie avec de l'essence de cyprès qui a été distribuée, qui évoque l'éternité. On a lu des témoignages sur la forêt, des gens, voilà, de gens, etc. Donc on a vraiment fait quelque chose de très inclusif. Ce qui était le plus important pour moi, c'est que tout le monde s'y retrouve. Autant les chrétiens que les non-chrétiens. Et c'est étonnant aussi, comme encore aujourd'hui j'entends « Ah oui, l'église de Colpsheim, c'est celle où il y a eu l'enterrement des arbres ». Comme si cette église, même ce bâtiment, avait finalement eu un rôle dans cette histoire. Et les gens du village voilà, nous ont dit après « Mais moi j'avais rentré dans l'église de mon village, maintenant c'est aussi un peu mon église ». Donc vraiment, il y a eu quelque chose qui s'est passé ce jour-là. Redescendre. Voilà. Et puis bah forcément il y a eu des critiques. Alors des critiques voilà, par articles interposés, courrier des lecteurs, voilà, ils cherchent leur quart d'heure de célébrité, voilà, ce qui nous a été reproché. Et ça nous a valu ce très joli dessin du dessinateur du DNA, donc le journal régional, qui a dessiné voilà, suite à ces différents courriers des lecteurs contre la mobilisation des pasteurs, ce joli dessin des pasteurs devant les machines. L'opposition, elle est beaucoup passée par les politiques. Alors, elle était à l'intérieur de l'Église, il y a eu des demandes de blâme à mon encontre. Ça, je le sais, je ne sais pas de qui, je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. J'ai été très préservée de ça, mais je sais que ça a eu lieu. Et en l'occurrence, le président de l'Église avait pris une position assez
difficile à tenir, mais qu'il a tenu, et voilà, que je respecte tout à fait. Il a dit: l'Église ne prendra pas position sur le dossier, sur la question GCO, pas GCO, mais par contre, je soutiens les pasteurs qui sont dans leur rôle, en étant aux côtés des militants, et plus que ça, il a répondu à un politique qui avait pris position en disant: calme un peu tes pasteurs là, et puis tiens-les un peu, et vous occupez-vous du ciel, et puis nous, laissez-nous nous occuper de la terre, ça c'est le rôle des politiques. Et il leur a répondu: pas du tout, les pasteurs ont le droit de s'occuper de ce qui se passe sur la terre. Donc là-dessus, il a quand même été très clair, et donc ça a été un soutien extrêmement précieux, mais ça n'a pas empêché certains politiques de m'envoyer ce genre de phrase: je vous rends votre torchon, vous portez bien votre nom de protestant. Et ça, c'est quand même intéressant parce que là, voilà, on n'est pas dans l'antisémitisme, hein, on n'est pas dans le même degré, mais quand même, hein, ce côté, voilà, on ressort, voilà, et de manière anonyme, hein, parce que je n'ai jamais su qui c'était. Voilà. Donc ça a quand même été, assez violent. Voilà, ça c'est juste pour la boutade, c'est tout l'humour et la poésie du temps. Et puis, une image d'un monument. Alors, ce petit monument que vous voyez là, je ne sais pas si vous arrivez à lire, il y a marqué « Résister » dessus. En haut, là, en haut de la fenêtre, en fait, c'est marqué « Résister ». Alors ça fait rêve, c'est une référence très, très, très protestante. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous voit cette référence. La tour de Constance. Ah, voilà. Voilà, il y en a qui connaissent la tour de Constance à Aigues-Mortes, hein, qui est le lieu d'emprisonnement de femmes protestantes pour leur foi protestante, et en particulier Marie Durand, qui a passé 38 ans dans la tour de Constance pour sa foi durant les guerres de religion, hein, les persécutions des protestants. Et donc, un de mes collègues retraités a dit: ah, mais il faudrait, voilà, a ressorti ce mot résister. Et donc, on a construit, des militants ont construit ce monument qui est toujours et qui restera, qui est en grès, donc qui est destiné à rester aux alentours du village. Et là, c'était des retrouvailles l'année d'après avec toute une bande de jeunes et moins jeunes militants et zadistes. On a continué avec, je fais court parce que le temps passe très vite, on a créé suite à tout ça un festival avec des artistes pour essayer de garder quelque chose de cet esprit de militant qu'on avait vécu, et avec la dimension spirituelle. Et donc on refait chaque année des célébrations qu'on veut vraiment très ouvertes et qui sont donc en extérieur, avec vraiment l'idée d'inclure la dimension d'écologie, avec vraiment un peu un éclairage un peu plus militant que ce qu'on peut faire dans nos célébrations plus classiques dans l'Église. Et puis on a fait des expositions. Alors ça, c'était un petit bout d'une expo, c'est la cour du presbytère, avec les panneaux que j'avais récupérés à la ZAD avant la destruction. Voilà, et que j'ai toujours chez moi. Voilà. Et puis, alors, pour finir sur ce dossier, finalement, pour moi, le moment où j'ai ressenti le plus de violence de la part de l'État, c'est au moment de l'inauguration du GCO, où ils ont fait venir Jean Castex en personne pour inaugurer ce GCO devant 200 invités. Et il a commencé en disant: nous n'avons pas d'inauguration honteuse. Et il a eu un discours, moi je n'y étais pas évidemment, mais j'ai écouté ça sur internet après, et ça m'a mis dans une colère. J'étais vraiment, mais c'est un discours auquel j'ai répondu, c'est ce que vous avez sous les yeux, c'est ma réponse à ce... En fait, j'ai écouté 5 fois le discours, mon mari m'a dit tu te fais du mal, mais j'ai noté en fait vraiment pour pouvoir citer, mais vraiment avec des guillemets, toutes les horreurs, les âneries, voilà, qu'il a dites, et pouvoir y répondre point par point. Il s'est moqué des militants avec mais vraiment, pour moi c'est inadmissible de la part d'un Premier ministre. Et bon, après il y a tout le côté l'écologie, bon ça c'est pas le sujet maintenant, enfin il nous a expliqué de toute façon il n'y a plus de problème avec les autoroutes parce qu'on allait mettre que des voitures électriques dessus, que de toute façon il allait relancer tous les chantiers autoroutiers, parce que de toute façon on allait simplifier toutes les procédures
environnementales, etc. Enfin, mais il les a alignés, mais ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas, ça n'arrêtait pas. Et évidemment, ne mentionnons pas tous l'autre volet de l'histoire. Et donc j'ai répondu, et alors ça peut paraître étrange, mais je me suis sentie très pasteur au moment où j'ai écrit ce texte, parce que plus personne, donc on était en 2021, donc 3 ans après l'évacuation de la ZAD et de la coupe de la forêt, plus personne n'avait le courage de le faire en fait. Ni les politiques locaux, ni les militants, on sentait tout le monde était tellement atterré, tellement à terre, voilà, que je me suis dit, mais enfin, il faut répondre, on ne peut pas ne pas répondre à ça, à cette violence, encore une fois, 3 ans plus tard, qui nous est faite, et donc c'est la raison pour laquelle j'ai répondu effectivement au Premier ministre, et alors ça pose une question beaucoup plus large de savoir, là je me suis dit, je connais le dossier, et je me rends compte de toutes les erreurs qui sont dites, et voilà, et effectivement, je mets le nombre de discours où je ne connais pas du tout le sujet. En fait, si c'est la même chose, c'est juste extrêmement inquiétant sur la politique, voilà, sur les politiques et la politique. Ouais. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, donc ça c'était pour finir sur cette expérience locale. À partir de là, je me suis dit, bon, et maintenant, qu'est-ce que je fais? Parce qu'un des reproches qui nous a été fait, c'est évidemment de nous opposer à ce projet parce qu'il était dans notre jardin, hein, comme le dit l'expression anglaise. Voilà, c'est parce que c'est chez toi, sinon tu ne te serais pas mobilisé. Forcément, on se pose la question. Et à ce moment-là, j'ai été sollicitée par Greenface, donc vous entendrez parler demain par Marie, je fais du teasing, pour participer à des actions de désobéissance civile contre ICOP, donc ce grand projet donc en Ouganda et en Tanzanie, 1400 km de pipeline, et donc j'ai participé à 2 reprises à des actions à Paris. Donc, alors là, alors ce qui était intéressant pour moi, c'est d'une part la dimension interreligieuse, que je n'avais évidemment pas du tout vécue dans la lutte locale. Et donc ça, c'était en 2022. 2022 et 2023, et donc automne 2022 et printemps 2023. Et donc cette dimension de se mobiliser, donc l'idée de Greenface, c'est vraiment de mobiliser les religions ensemble pour les questions d'écologie. Et le fait d'être avec non seulement des catholiques, mais aussi des juifs, des musulmans, des bouddhistes, pour moi c'est vraiment quelque chose qui a été extrêmement fort, et de se dire, en fait, nous ne sommes que des franges dans toutes nos religions, mais dans toutes nos religions, il y a ces franges-là. Et si on se réunit, on a quand même plus de force, on se donne des forces les uns aux autres, et on a plus de visibilité. Et c'était l'idée, en fait, de visibiliser les religions ensemble. Et je sais qu'on a besoin de visibiliser les religions ensemble en ce moment. Et c'est donc ce qu'on a fait à ces deux reprises. Et la question de participer à de la désobéissance civile, pour moi, elle est venue face à la situation qui ne fait qu'empirer, pour dire les choses très tranquillement, et de me dire, voilà, j'ai accompagné quand même plutôt des jeunes qui étaient dans la désobéissance civile pendant 2 ans. Vu comme va le monde et notre société, dans ma réflexion, je me suis dit, je ne peux pas m'arrêter là. Il faut aussi que justement, en tant qu'ecclésiastique, pour utiliser ce terme pour ce qu'il vaut, ça aura peut-être un certain poids si justement je suis prête à aller en première ligne en tant qu'ecclésiastique, et pas seulement d'être en base arrière, comme je l'avais été quand même un peu plus dans la lutte locale. Voilà, je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve. Je sais que je participe à une nouvelle action Greenface vendredi prochain à Paris. Je ne sais pas comment ce que je vais devoir faire, mais voilà. Mais je crois que l'urgence de la situation dans laquelle on est nous pousse à des actions plus radicales, plus visibles. Et cette dimension interreligieuse, je trouve, apporte une note importante. Et puis l'autre aspect que je trouvais intéressant, c'est le fait que c'est en Afrique.
Et dans l'idée, quand même, je retrouve les racines de mon grand-père préoccupé de tiers-monde. C'est aussi dire vraiment, voilà, c'est typiquement le pétrole, on va le prendre là-bas pour notre mode de vie ici. Et ça, c'est voilà, le summum de l'absurde et de notre absurdité occidentale et de notre incapacité de voir ce qu'on détruit ailleurs juste pour maintenir notre confort de vie ici. Et donc ça, je trouvais que c'était aussi une raison de me mobiliser. Et une situation que j'avais arrêtée encore. Le principal point de vue de l'existence dans l'histoire n'est pas de réussir ce qui ne dure jamais, mais d'avoir été là, ce qui est ineffaçable. Voilà, c'est, je crois, ce que j'ai essayé de vivre. Et je finis avec une photo qui parle d'un petit peu autre chose, mais pas tout à fait quand même. C'est une bénédiction d'un couple de femmes, puisque dans l'église protestante d'Alsace, ce n'est que depuis 2019 qu'on peut bénir des couples de femmes. Et comme il y a eu le Covid entre-temps, il n'y en a pas eu voilà, pendant ces toutes premières années. Et donc, ça, c'est ma première bénédiction d'un couple de femmes dans l'église de Colsheim. Et si je le dis aussi, c'est parce que ce titre, Caroline Mingon, en fait, l'engagement dans le sang et la foi, c'est le titre que la journaliste a choisi pour son article. Et elle a mentionné le fait que j'étais militante pour l'écologie, elle a rappelé GCO, etc. Et j'ai trouvé ça intéressant parce que finalement, ça m'a aussi fait prendre conscience que voilà, les militantismes se croisent et se retrouvent, et que finalement on est voilà, tout ça se relie, et enfin, pour moi c'était vraiment aussi une évidence de bénir ces deux femmes qui sont là avec leurs enfants, en fait, hein, à gauche et à droite, ce sont leurs deux enfants qu'elles avaient déjà, et d'assumer finalement d'être étiquetée pasteur militante. Voilà, il m'a fallu un certain temps peut-être pour assumer d'être étiquetée comme telle. Pour ma part, vraiment, j'ai toujours séparé mon ministère paroissial classique qui a continué et la militance. Je n'ai pas cherché à convaincre tous les dimanches mes paroissiens de me rejoindre dans la militance, ni les militants à leur dire venez au culte le dimanche. J'ai vraiment eu en fait deux ministères. Plus ça va, plus je pense que ce sont vraiment deux ministères, et que l'Église m'a d'une certaine façon laissé vivre sans sans jamais le nommer. Mais en fait, ce qui m'a dit l'année dernière, c'est écoute, fais ce que tu veux tant que tu fais ton boulot et que personne ne vient râler, fais ce que tu veux à côté de ça. Bon, voilà, j'en profite. Mais les deux se nourrissent en permanence. Je suis revivifiée dans mon ministère paroissial. Demain, je vais retrouver ma petite communauté paroissiale tranquille. Voilà, je serai nourrie et je serai différente parce que j'étais avec vous aujourd'hui, et réciproquement, voilà, les deux sont vraiment complémentaires pour moi, et je suis voilà. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve, mais en tout cas, je me réjouis de ce que je pourrais encore vivre, et je suis persuadée qu'on va avoir à se battre encore, et qu'on aura encore à se poser cette question, d'oser prendre des positions, d'oser aller vers la radicalité du monde dans lequel on vit, mais où on apprend aussi à s'émerveiller. Et ça, c'est aussi ma grande source, ma grande ressource. C'est vraiment l'émerveillement de la nature, avec le côté émerveillement, la beauté de la nature, et le côté émerveillement d'apprendre à la découvrir aussi, et à voir la complémentarité entre tous les éléments de la nature. Et effectivement, ça, je le vis vraiment intérieurement, en fait. Plus ça va, plus chaque insecte, je me dis oui, je sais qu'il est utile à plein de choses, voilà, et ainsi de suite. Et cette idée qu'on n'est qu'une petite partie d'un tout, où tout est utile en fait, et où plus que ça encore, on ne comprend pas tout. Et que l'humain accepte de se dire qu'il y a encore énormément de choses, et là je pense que les scientifiques ne me diront pas le contraire, qu'on ne comprend pas, et que la nature est tellement plus intelligente que ce qu'on en comprend. Moi, ça me donne plein d'espoir dans ce que la nature peut encore, voilà, ce qu'on peut vivant, ce qu'on peut vivre dans le vivant, et voilà, ça fait partie aussi de ce qui me ressource et ce qui me donne confiance pour la suite.